Alors, je vais essayer de faire ça, oui, juste, bon, parce que demain, comme un comique, c'est l'histoire d'un bras. Vous allez voir que les startups peuvent partir sur des grosses erreurs, puisqu'on est démarré sur un bras à Lisieux. En 2012, on travaillait avec Monacléa pour faire un stabilisateur dans les lasers confocales. Vous voyez en bas, là, on faisait du globule, vous voyez passer les globules dans les vaisseaux, donc ça ne pouvait pas bouger, si ça vibrait, on ne voyait rien. On a besoin de faire un stabilisateur, on était parti là-dessus. Puis après, on a fait une aide chirurgienne pour un porte-aiguille. Et puis enfin, pour toujours le même bras, on a fait le surgical cockpit pour le chirurgien. Et là, ça me paraissait formidable. On arrivait à faire de la viscosité, on tenait votre main, on avait de la stabilité, les murs virtuels, l'ambidextrio, on opérait à deux mains, tout était formidable. On a donc déposé, on a fait une start-up avec mon jeune camarade ingénieur qui, moi, je ne sais pas faire de boîte, donc il a fait la boîte, Pierre Contredon, on a fait une boîte, et BPI France nous a sauvés, parce qu'on n'avait pas d'argent. En gagnant le concours Innov en 2009, on a pu faire venir des investisseurs, et en l'occurrence, Andy Stott et Anne Osdois, qui est toujours la CEO. Et en fait, quand elle a commencé, elle a dit, c'est pas du tout ce qu'on va faire. C'est très bien votre truc, mais c'est pas du tout ce qu'on va faire, donc on va servir non pas pour le chirurgien, mais pour l'assistant. Et voilà le bloc, vous y êtes. On a fait 650 malades aujourd'hui, France, États-Unis. Et vous voyez que le chirurgien commence à travailler, c'est d'une simplicité folle. Hein. Il met deux connecteurs sur les deux bras du robot. Il a mis un champ stérile, ça prend 3 minutes. Il a fini, il se stable et c'est fini. Voilà. Il est parti, c'est fait. Et là encore, il bouge les bras. Vous allez voir que l'IA a amélioré tout ça sur la deuxième partie de la vidéo, sur une autre vidéo. Donc là, il fait un gastric bypass. Et il travaille avec son robot, et donc l'aide, et vous voyez que c'est une stabilité totale, et beaucoup de chirurgiens qui font du robot disent, moi ce que j'adore dans le robot, c'est la 3D, et ça ne bouge pas. On parle plus de... Bon, moi je trouve que Da Vinci Intuitive, c'est un matériel extraordinaire, une précision folle, mais ça concerne, d'après Intuitive, 3 à 6% des malades. Dans la conférence d'investisseurs de Da Vinci, ils ont proposé 6% dans l'avenir. Il reste 94%, figurez-vous, alors nous on est pour 94%, donc tout le reste. Et vous voyez que malgré tout ça, ça c'est un chirurgien, remarquez une chose, c'est qu'il est tout seul. Il n'est pas tout seul. Donc il fait un gastric bypass tout seul. Et pourtant c'est pas simple, hein, il faut aider les greffes, il faut remettre des mètres, il faut faire des anastomoses, y compris d'ailleurs, pas que par agrafage, hein, également par manuel. Et vous voyez que le robot l'aide là de manière très passive, et ce robot apprend en machine learning. Donc il ne fait rien au début. Au bout de 10 malades, il commence à vous proposer les bras comme vous faites le mieux. Il voit ce qui a été le plus rapide comme cholécystectomie, donc vous dites je fais une cholécystectomie, il voit les bras, comment vous êtes, et il vous les propose de la manière la plus rapide. Vous voyez qu'un expert, il n'a pas trop de mal à coudre, hein, même quand ça ne bouge pas, c'est quand même plus facile. Et donc, il va vous proposer petit à petit, il va vous dire, bah, tiens, je vais t'aider, je vais te mettre les bras comme ça, je vais aller dans un coin du champ opératoire, et puis bien sûr, à l'avenir, on travaille sur des zones, on va en reparler pour le chirurgien. Mais il n'y a pas que le chirurgien qui est dans le coup, et même le chirurgien n'est pas le plus important pour ces robots-là, vous allez voir, pour l'avenir. Et donc voilà, il y a de la suture, il y a tout ça, c'est vraiment une opération complexe, et vous voyez qu'il est calme, il n'a pas l'air affolé. C'est un chirurgien, notre ami Mercuri, pour ne pas le citer, remarquable, à Besançon, et qui fait donc César. Il en a fait bientôt 300, lui, tout seul. Et voilà, il est chirurgien à sa clinique, il faisait du foie et de l'œsophage, et tout ça ne nous intéresse pas. Et puis au bout d'un mois, ils ont dit, est-ce qu'on peut quand même s'en servir? Donc voilà, tout le monde s'en sert. Dans les établissements où il y est, notamment à Arnaud de Sante, par exemple. Voilà, c'est fini, le robot, on le recule, c'est fini. Alors maintenant, on a un peu avancé, maintenant le robot, il a un peu d'IA dedans, c'est ce copilote, alors on ne peut pas s'en servir aux États-Unis parce qu'il y a un bras qui bouge tout seul, et aux États-Unis, c'est pas possible pour l'instant. Donc la FDA a refusé ce copilote, vous voyez. Ce copilote, c'est des bras qui bougent tout seuls, qui sont pilotés parce qu'avec l'expérience qu'il a vue, donc le machine learning, toujours pareil, on met des champs, on met deux connecteurs, et c'est parti, il n'y a aucune formation. La formation, c'est d'apprendre à comment on peut bouger les bras. S'il ne veut pas bouger comme on veut, on peut le bouger. Il y a 15 minutes de formation, il n'y a pas du tout de stage nulle part, c'est vos outils. Et voilà le scopilote. Scopilote, c'est le bras qui va tenir la caméra. Alors, regardez bien l'écran qui est là-bas. Le chirurgien ne voit pas, c'est certes, ça c'est pour vous aider à voir. Regardez, quand l'outil est rentré dans le champ opératoire, avant même qu'on le reconnaisse, lui dit c'est un crochet. L'IA voit plus vite que vous ce que c'est. Moi, je fais le rentrer, je regarde, il va plus vite que moi. Et le scopilote, il y a une partie centrale, la caméra ne bouge pas. Le jaune, la caméra va doucement évoluer pour bouger. Et vous voyez, en fait, c'est pas un cercle, c'est une sphère. Parce que quand vous enfoncez, il va focaliser. Quand vous reculez, il va dézoomer. C'est donc une sphère que chaque chirurgien définit à sa façon. Il y a des chirurgiens qui se fichent de travailler dans les coins. Moi, j'aimais bien être au milieu, donc il va bouger plus ou moins selon la sphère que vous mettez.
Et in fine, en plus, il connaît tous les outils, il va reconnaître les structures, c'est pour ça qu'il va travailler, on va voir un peu ce que ça recommande, ce que ça nécessite comme puissance de calcul. Et puis, petit à petit, il va vous dire, vous voulez voir où la vésicule, elle est là. Et surtout, il regarde où vous n'allez jamais. Là, vous n'allez jamais, j'espère pour vous, dans pellicule hépatique, normalement. Donc si brusquement vous allez en pellicule hépatique, il va vous faire une petite alarme. Attention, vous n'êtes pas comme d'habitude. Et moi, j'ai commencé pour faire, au bout de 10 vésicules, j'ai commencé par le fond de la vésicule au lieu de commencer par le collet. Il m'a dit, d'habitude, vous ne faites pas comme ça. Après, si je veux le faire, je le fais. Mais il vous le dit quand même. Voilà. Si vous étiez fatigué, par exemple. Voilà, donc là, il va finir, très bien, il a fini, c'est fini. Alors, l'intérêt pour le chirurgien, ça, c'est pas l'IA, ça, c'est l'intérêt du robot. Voilà, c'est stérile, il reste au contact, c'est pas Da Vinci, hein, vous êtes au contact. Vous avez le meilleur assistant du monde, puisque c'est vous. Et puis, éventuellement, l'aide de l'IA pour la caméra, qui va faire mieux que vous. À bout d'un moment, il va apprendre mieux que vous. Les universitaires vont pouvoir former les jeunes chirurgiens, puisqu'ils ont les mains libres. Alors, quand vous l'aidez à la case, vous prenez la caméra, vous ne pouvez pas l'aider, il faut l'aider avec le menton, c'est terrible. Non, c'est pas là, c'est plus haut à gauche. Et à gauche, c'est pas la main, hein, c'est sur l'écran, parce que ça dépend, c'est l'inverse. Hein. Bref, c'est complexe d'aider les jeunes, et là, évidemment, vous avez les mains libres, vous lui filez les commandes, et vous êtes avec main, vous pouvez le tenir et le guider. La stabilité, je ne reviens pas. La formation très très courte, je n'ai pas besoin d'aller ailleurs, dans une boîte au bout du monde, et puis il y a éventuellement la solo-chirurgie, ce qui n'est pas le but, mais le but, c'est que quand il y a 2 salles fermées, comme dans mon hôpital, parce qu'il n'y a pas d'IBOD, et ben vous pouvez travailler. Avec l'IA, les choses arrivent. Vous n'avez même plus à libérer vos mains, puisque un des bras va être en continu, et puis l'autre aussi peut-être. Pour l'instant, les Américains refusent, mais au lieu de mettre en stabilité, on peut mettre en tension constante. Vous mettez la tension sur une structure, et au fur et à mesure que vous la disséquez, on le fait, c'est un dos en France, par là-bas, et donc au fur et à mesure, il garde la tension, puis quand c'est fini, il n'y a plus de tension, il lâche, il arrête de tirer. Bref, beaucoup d'aide sans que vous ayez à bouger vos mains pour repérer vous. Il repère en temps réel, il va repérer, c'est pas le cas pour moi, il travaille. Le recalage du jumeau numérique, cher Eric que je vois là, vous n'oubliez pas que dans la PS5, vous avez des jeunes qui font des jeux de vidéo, vous voyez que c'est un monde non ouvert, c'est une planète, il y a des milliers de soldats qui se battent avec des armes, des ombres, on voit les ombres au soleil et tout, et c'est une PS5. Vous allez voir la puissance de quelle PS5, c'est à peu près un teraflop, une dizaine de teraflops. Le repérage des zones de danger, le no-go, quand vous n'y allez jamais, il va repérer les zones de danger. Il y a en machine learning, il n'y a pas besoin d'aller faire des calculs mathématiques avant d'anatomie, je n'y crois pas, ça ne marchera pas. Le machine learning va très bien, vous n'êtes jamais allé là-dedans, il ne faudra pas que vous y alliez. Puis si vous voulez y aller, vous forcez ce qu'on a déjà fait. Et puis au bout, il y a le CR automatique, le codage, tout ça pour le chirurgien, c'est un bénéfice. Pour l'opérer, pour le moment, on a au moins un bénéfice, c'est que l'écart type de durée opératoire de la vésicule est diminué de 35%. Ça veut dire que vous faites forcément mieux. Vous avez un écart qui diminue de 35%. Le résultat, c'est que dans les 2 endroits où il y a actuellement 1 et 2 robots, ils ont rajouté un malade en ambulatoire tous les jours. Un malade de plus que le période d'avant. Pour les internes, je vous l'ai dit, diminution du stress, parce que l'autre regarde la caméra, parce qu'ils regardent la caméra, ils veulent absolument vous faire plaisir. En fait, ils ne regardent pas l'opération. Là, maintenant, ils regardent vos ciseaux, ils ne regardent plus la caméra, ils s'en foutent, elle marche toute seule. Vous pouvez revoir toutes les opérations qui sont enregistrées. Il y aura évidemment des data centers avec toutes les opérations, avec les conditions éthiques, tous les gens qui accepteront ou pas. Mais on peut demander que M. Vibert fait une opération comme ça. Est-ce que je peux voir Vibert faire une vésicule? Et ben, il vous mettra au robot la position de M. Vibert, qui est malheureusement un droitier. Tu pourrais pas l'aider. Et faciliter la formation par simulation. Ben alors voilà la simulation, on y arrive. Voilà qu'on a virtualisé complètement le robot. Et même, on peut le faire en VR, c'est-à-dire que là, on en est au tout début, mais là, on a la salle doc qui va être en VR, ça c'est fait en interne, grâce aux machines qu'on a actuelles, et vous allez pouvoir apprendre déjà à le manipuler, puis à manipuler les bras, et donc petit à petit à faire des opérations. À partir du moment où on sait faire ça, évidemment, puisqu'avec un robot, on sait au millimètre, si vous donnez la distance de l'instrument, la longueur, le robot sait au millimètre où est la pointe de l'outil, tout le temps, en permanence. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour recaler, c'est plus facile pour faire de la virtualité ou de la reconstruction. Voilà ici quelque chose d'extraordinaire. Ça, c'est la vraie simulation. Le robot, on apprend à le manipuler, vous voyez bien, en virtuel. Et là, vous allez opérer un foie, vous voulez enlever cette partie du foie. C'est basé sur un jumeau, c'est le scanner du malade. Et regardez, vous avez donc décidé d'enlever cette partie qui porte la tumeur en vert. Et bien vous allez la découper. Alors pour le moment, c'est à la souris. Mais regardez, on va commencer, ça c'est l'idée qu'on a. Et bien on y va, on coupe à la souris le foie. Et le foie souffle doucement,
Et puis quand on ne voit pas bien, on va attendre de voir une veine, parce qu'on sait qu'il y a une veine hépatique quelque part. Si je ne dis pas de bêtises, vous me reprenez. Voilà, hop, on la voit, donc on écarte le foie, on peut écarter la tranche, comme si on tirait dessus. Et puis on n'est pas sûr, hop, on regarde si c'est vraiment bien la veine hépatique, alors on enlève la transparence, et on la remet, hop, on enlève, ah ben là il y a la porte. Donc on va mettre des clips, on sait que c'est la porte. Voilà une hépatectomie faite virtuellement avec une souris. Vous imaginez bien que demain, si vous avez des outils, vous savez où ils sont, vous pourrez le faire avec des outils, même si ce n'est pas aujourd'hui. Alors, pour ça, il va aussi falloir aller plus loin, c'est virtualiser toute la salle d'opération. Je rends hommage à Pierre Janin, qui est un des grands leaders dans le domaine. Vous voyez un peu les salles d'op quand il les numérise, ce que ça représente sur les images en bas à droite, ici. Donc c'est un boulot considérable et surtout une puissance de calcul considérable. Alors, c'est pour, en fait, l'intérêt majeur de l'IA, pour moi, c'est pour l'hôpital et le système de santé. Alors, je ne parle pas du recalage et de la simulation, ça va être extraordinaire pour les chirurgiens, mais en fait, on peut imaginer dans un bloc que quand vous entrez, c'est déjà le cas pour nous, les syndicats, le maestro, vous entrez, vous dites bonjour, et c'est qui vous êtes. Il vous reconnaît sur bonjour, normalement. Le repérage des opérateurs, donc il sait qui est dans la salle, si tout le monde est là ou pas. Il peut faire un check-in de début, c'est-à-dire regarder la table et voir s'il manque des outils. Le robot, il fait ça. Il a un lidar au-dessus. Il y a des diapos après. Et donc il peut repérer. J'ai presque rien en fait. Régulièrement, il manque des outils quand on opère. Régulièrement. C'est pas les mêmes entre deux chirurgiens. Le checklist de fin, bien entendu. Le positionnement du malade, il va positionner, il va vérifier que la position du malade est correcte, la position des bras. Le machine parle tout ça par machine learning et la hauteur du robot va s'adapter en fonction de l'abdomen. On n'a pas tout seul, il va se faire tout seul ça. Il le fait déjà, pas tout, il fait déjà les bras, il fait déjà beaucoup de choses. Et puis, l'intérêt énorme en ambulatoire, c'est qu'actuellement le robot prévoit que moi je vais finir 15 minutes plus tard. Donc il appelle à l'étage, il dit préparez le malade suivant, descendez-le. Et moi il se trompe très peu, il fait 2 minutes d'erreur. Donc quand il dit j'ai fini en 15 minutes sur cadavre, et bien j'ai fini 2 minutes plus tard. Donc vous voyez, c'est possible. De 15 minutes comme il dit. Pour l'IA et l'organisation hospitalière, j'ai pratiquement fini, eh bien il y a la liste des consommables qui part direct à la supply chain, parce qu'ils voient tout ce qui est consommé évidemment sur l'écran, et même éventuellement sur la table. Et puis la gestion des personnels du bloc, on l'a dit, puisqu'on va pouvoir améliorer quand même qui fait quoi, comment dans le bloc. Et c'est là où les métadonnées opératoires apparaissent. Il y a bien sûr, sans qu'on regarde la contamination du champ opératoire, on peut méconnaître avec comment on enregistrait tous les malades quand j'étais patron. Et bien, de temps en temps, on a un peu de liquide digestif auquel l'opérateur n'a vu. On a une petite plaie du grêle en manipulant des trucs. Et quand on voit le liquide, lui, il va le dire qu'il y a du liquide. Ou il va voir du pu, ou il va noter tout ça. Et puis la place et le rôle de chaque personnel dans un bloc. Qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est optimal? Est-ce que la salle d'op doit être modifiée à ce point-là? Et enfin, le matériel utilisé, mais pas simplement les consommables. Par qui, quand, pour quelle procédure, quel chirurgien, etc. Des métadonnées. Je pense que c'est ça la grande puissance de la robotique. Et tout ça, contrairement à, alors là, pour le coup, contrairement à Intuitive, je sais que je ne sais pas quoi, ben c'est l'abonnement, c'est 200 à 300 € par patient. C'est-à-dire le prix d'une ultracision, d'un 17 Et il n'y a pas d'achat, et il n'y a que 2 connecteurs et un drap stérile, et encore on devrait pouvoir réutiliser des connecteurs. C'est plus consommé, on est très écolo chez nous. Alors, quelle puissance de calcul pour faire tout ça? Et ben, on a utilisé, grâce à NVIDIA qui est rentré dans la boîte, le Clara Holoscan. Clara Holoscan, c'est une structure, des appareils médicaux, une infrastructure qui permet directement dans les salles d'op de capter tous les capteurs qui existent. On peut les mettre tous dans l'Holoscan. Il va tous les gérer, il va tous apprendre avec l'IA, et il va retourner ou pas des décisions, mais de tous les capteurs que vous pouvez mettre dans un bloc. Pour ça, ils nous ont donné une carte 4600 dédiée. C'est 38, quelque chose teraflop. Un teraflop, ça vous dit, c'est un triomphe, c'est-à-dire 34 000 milliards de calculs par seconde. Et la PS5, c'est 10 à peu près. On a 4 fois plus de puissance qu'une PS5. Ça vous dit un peu ce qu'on peut faire quand on voit ce qu'ils font avec les jeux vidéo. Alors, peut-être que d'autres vont penser qu'on fait bien, parce qu'on a reçu le prix de la compagnie de l'année en Europe, et le Nasdaq nous a félicité pour converger. Merci. Il va falloir à peu près 2 jours pour disséquer ce que vient de nous dire le maestro, parce que le maestro, c'est lui, c'est pas l'ordinateur, et c'est pas le système. Parce qu'en même temps, tout ceci est conduit par un vrai chirurgien qui a piloté lui-même ce développement avec maintenant, effectivement, on pourrait lui demander combien ça vous a coûté de monter cette société,
Est-ce que l'État français vous a soutenu? Ça va être un des sujets importants de ce colloque. C'est combien d'investissements, monsieur le directeur de cabinet, en matière d'intelligence artificielle, en matière de santé, combien l'État français va-t-il investir quand on sait qu'aujourd'hui, le développement de l'IA en santé, en 2023, c'est 14 milliards de dollars. Qu'en 2029, monsieur le directeur, les calculs prévoient que ce soit 150 milliards de dollars. Est-ce que notre pays, c'est un des défis peut-être que nous devons relever, est-ce que notre pays sera en mesure d'être candidat dans cette bataille internationale pour le développement de l'IA en santé? C'est une question peut-être à laquelle vous apportez quelques petites réponses. Merci. Non, je réponds juste à ta question. On a été aidé d'abord par des pays francs. D'abord, sinon il n'y aurait pas une boîte. Ensuite, Médicem nous a accompagnés. Et finalement, France 2030 pour la construction de l'usine. France 2030. Merci.